Bonjour tout le monde. Déjà, je voulais remercier le GDG Nantes pour l'événement. Super événement, je me suis bien éclaté. Maintenant, j'ai un peu la frousse, mais j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de bien avec vous. Donc, bienvenue sur Minute.js, les nouveautés JavaScript à ne pas rater. C'est un quickie. J'ai divisé ça 15 minutes de talk, 5 minutes de questions. Donc, je vais speeder un petit peu. J'espère que ça va vous réveiller. Enfin, je pense que c'est pas mal. On va voir dans un premier temps les stages. Donc en fait, on va parler de ça, c'est une nouvelle façon de développer le standard JavaScript. Après, on va ensemble voir des nouveautés qui sont sorties depuis ES 6. Voilà, j'ai fait une petite sélection des trucs qui me plaisent bien. Et dans ces nouveautés, c'est pas vraiment à la fin, mais bon, dans ces nouveautés, on a un peu de live coding. Moi, c'est Fabien Juif. Je mange des pizzas, un peu trop. Je joue à League of Legends. J'aime le JavaScript et je travaille dessus depuis maintenant 1 an. Je suis à Zenica depuis mars. ES6. Ce qu'on peut voir dans ce slide, c'est que ES5, c'est sorti en décembre 2009. Et ES6, en fait, il faut l'appeler ES 2015, ça serait bien de l'appeler comme ça, est sorti en juin 2015. Décembre 2009, juin 2015, j'ai fait les maths, j'espère que je ne me suis pas trompé, ça fait 6 ans. 6 ans pour sortir une version de JavaScript. Moi, travailler 6 ans sur une application, mais je fais jamais ça, quoi. Travailler 6 ans et la tester à la fin, non, no way. Ça s'excuse parce qu'en fait, ils ont beaucoup de fonctionnalités. Sur le slide, en fait, derrière, en sombre, c'est la table de compatibilité de S6 par rapport aux différents moteurs JavaScript. Et en fait, sur ce slide, avec mon écran Retina de fou, j'ai pas réussi à capturer toutes les fonctionnalités en une seule capture d'écran. Pour remédier à ça, ECMAScript, donc qui est le standard du langage JavaScript, ont décidé d'apporter de l'itération, de l'itératif dans leur process. Et le but derrière, c'est de sortir une version par an. On ne va pas attendre 6 ans, on sort une version par an, peu importe ce qu'il y a dedans. Et du coup, maintenant, la nouvelle façon de procéder, c'est de prendre une fonctionnalité, une seule. Chaque fonctionnalité passe par ces étapes-là. Il y a 5 grandes étapes. La première, c'est Strawman. C'est l'étape où on définit la fonctionnalité. C'est l'étape où on va dire à quel besoin elle répond, quel problème elle résout. C'est là qu'on va choisir aussi le champion, la personne qui va faire monter la fonctionnalité dans les étapes suivantes. Et c'est là également où on va définir les termes qu'on va utiliser. Donc, par exemple, les décorateurs. Proposal, donc l'étape suivante, c'est là où on va examiner la fonctionnalité. Tout ce qui pourrait bloquer la fonctionnalité dans son développement, ou dans son standard, ou dans la façon dont JavaScript fonctionne. Peut-être qu'une fonctionnalité n'est pas compatible avec le langage. Donc, c'est là où en fait, on cherche tous les points de blocage. Draft, on va développer la fonctionnalité. Alors, développer la fonctionnalité, ce n'est pas forcément la coder, et c'est même pas du tout ça. C'est plutôt faire les specs, faire une première version draft des specs. Et on va faire peut-être un petit peu de code pour démontrer ce qu'on est en train de faire quand même, mais ce n'est pas l'implémentation dans les moteurs JavaScript. Candidate, c'est en fait, dans draft, on a fait le plus possible pour avancer la fonctionnalité, et on a besoin de s'ouvrir un peu au monde pour tester cette fonctionnalité et avoir un peu de feedback, un peu de retour des développeurs. Et du coup, elle passe dans cette étape de candidate. Et finished, ça veut dire que tous les tests, ils ont écrit des tests quand ils faisaient les specs, tous les tests sont passants, on a recueilli les feedbacks, la fonctionnalité est prête à être intégrée à la prochaine version de ECMAScript, donc une année max. Les stages, en quoi est-ce vraiment bénéfique? Déjà, ça permet de capter l'attente de la communauté, parce qu'en fait, une fonctionnalité, si elle est très demandée, en fait, elle va grimper les étapes beaucoup plus rapidement, parce que la communauté va essayer de pousser, va dire hey, « j'aimerais bien avoir ça maintenant, tout de suite, j'aimerais bien l'utiliser », donc ça va monter plus vite, ça met un peu de piquant. Sortir une version tous les ans, on en a déjà parlé, je pense que c'est le principal intérêt. Et aussi, ça laisse le temps d'écrire les implémentations. Il n'y a pas la guerre. Nous, on a réussi à mettre 100% en 1 mois de ECMAScript 6. Là, en fait, les implémentations voient les fonctionnalités arriver. Elles peuvent même commencer, les moteurs, peuvent même commencer à développer
le code associé aux fonctionnalités avant qu'elles sortent vraiment. Parce qu'il voit ce qui retient la communauté, ce que tout le monde regarde. Donc, poum, poum. C'est bien, les stages, c'est cool. Alors, mes coups de cœur, depuis ES 2015, en fait, dans ce talk, je n'ai pas trop parlé de ES6, les fonctionnalités qu'il y a, ça ne m'intéresse plus trop. D'abord, les fonctionnalités de 2016. Il y a déjà la version 2016 qui est sortie, et cette version-là, elle a 2 fonctionnalités. ES6, c'était foison. Fonctionnalité 2016, il y en a 2. Donc là, ce n'est pas vraiment mes coups de cœur, mais bon, je me suis dit, je suis obligé de les présenter. Donc déjà, il y a Includes qui est rajouté au prototype de Array. Donc avant, en fait, quand vous voulez vérifier que Finn est bien dans le tableau Rick, Morty, Finn, Jake, je faisais en fait un petit hack. Je regardais l'index de Finn, s'il était différent de -1, ça veut dire qu'il était dans le tableau. Et du coup, je pouvais faire mon code. Et maintenant, c'est un peu plus parlant. J'ai toujours le même tableau. Et je peux faire directement .includes Finn. Voilà, c'est juste ça. Ce qu'on voit, c'est que les personnes, ça, ce sont les champions. Donc, Dominique Denicola travaille sur Google Chrome, et Rick Waldron était sur jQuery. Ça y est, j'ai plus de batterie. Ou j'ai plus de réseau. Pardon. La deuxième fonctionnalité, c'est pouvoir faire des puissances. Wow. Avant, on faisait le cube, on faisait 2 x 2 x 2. Maintenant, on fait math.pow 2,3. Enfin, pardon, on faisait ça avant. Maintenant, on fait 2 étoile, étoile 3. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, il l'explique, hein, mais je ne sais pas trop pourquoi ils n'ont pas choisi chapeau, comme dans plein de langages. Ce qu'on peut faire aussi, c'est A égale 2 et A étoile, étoile égale 3. Voilà, on peut faire des puissances avec des étoiles. Et c'est Rick Waldron qui fait ça, donc ça s'explique un peu plus parce qu'il était sur jQuery, maintenant il travaille dans la robotique, donc je pense que ça s'explique aussi pour ça, il doit faire souvent des puissances. Donc, 2016, 2 fonctionnalités, c'est pas beaucoup, hein. C'est moins la hype que ES6. Mais ce que ça prouve, c'est que leur système de stages fonctionne. Peu importe le nombre de fonctionnalités qu'ils vont avoir par année, ils vont le faire, ils vont sortir une fonctionnalité par année, une version par année, pardon. Même s'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Pour 2017, pour l'instant, il y en a 5 qui sont terminés. Et j'en ai sélectionné 3. String padding, parce que je trouvais ça rigolo avec tout le drama qu'il y a eu sur LeftPad. Donc il y a toujours Rick Waldron et Jordan Arbund. Et j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble qu'ils travaillent sur Airbnb. Donc on a une chaîne de caractères, pas de start d'un nombre. Là, on ne voit pas bien, mais du coup, la chaîne de caractères fait 10 caractères et elle comble par des espaces, par défaut. Il y a la même chose avec le end, et on peut lui fournir des caractères pour qu'il comble. Training comma in function parameter list and calls. Ça, c'est pas mal, moi j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez le linter Airbnb, mais le linter Airbnb, là, c'est l'exemple, on peut le faire avec des objets, nous force à mettre une virgule à la dernière propriété d'un objet. En fait, ça permet qu'avec Git, on fait un diff d'une version avant-après de l'ajout, par exemple, de property 2. Il n'y a que cette ligne-là qui a été modifiée, et pas celle-ci plus celle-là. La première n'est pas modifiée parce que je n'ai pas besoin de rajouter la virgule. Donc on pouvait le faire avec des objets, on pouvait le faire avec des tableaux, on ne pouvait pas le faire avec des fonctions, ça plantait, c'était relou. On ne pouvait pas le faire à définition et ni à l'appel. Et bien, ça va être possible en 2017. Yeah. Et la dernière fonctionnalité, c'est les fonctions asynchrones. Alors ça, c'est plutôt rigolo. Et je suis pressé que ça sorte, ce truc. Et ça, je vais vous le live-coder. J'en profite pour vous citer mes outils. Donc celui-là, je pense qu'il est connu, c'est Atom. Celui-là, il est encore plus connu, c'est un terminal. Et ça, c'est Babel qui va me permettre de transpiler du code 2017 en du code exécutable par mon Node.js. Est-ce qu'on voit bien? T'as vu Yvonique, spécial dédié. Du coup, les fonctions asynchrones. Est-ce qu'on voit toujours bien? Ouais, ok. Là, ce que je voulais faire, c'est j'ai une fonction chain. J'ai un objet avec un nom, et c'est Jon Snow.
et je veux l'animer. Je veux faire une liste d'animations, mais qu'il le fasse de façon synchrone. Ça veut dire que cette animation-là, il l'a fait après celle-ci. Et j'ai rajouté une erreur ici. À la fin, quand il a terminé de faire les animations, il affiche un petit message qui dit « je me suis arrêté à tel index ». En promesse, donc là c'est ce qu'on peut faire actuellement, si je veux implémenter ce que je viens de vous décrire, je vais initialiser une promesse que je résous, je vais parcourir la liste de mes animations, et pour la promesse précédente, quand elle est résolue, je stocke la variable pour mon index, et je retourne la nouvelle promesse de ma fonction d'animation sur l'élément. Une fois que j'ai parcouru toutes les animations, s'il y a une erreur, je l'ignore, comme ça c'est pratique pour débugger. Et ensuite, je retourne la valeur ou ret si jamais il y a eu un problème. Donc déjà, je vais lancer ça pour me rassurer, pour vérifier que ça fonctionne. Voilà. Je ne suis pas dans mon dossier. Vous voyez mieux déjà. Wouh! Mes animations, c'est des animations de fou. En fait, l'animation, c'est afficher Jonso is animated, avec l'index que j'ai mis en paramètre. Donc je fais l'animation 0, 1, 2, il y a eu une erreur, je m'arrête, index 2. Donc ça, on peut le faire maintenant. Mais c'est chiant à écrire. Ce qu'on peut faire maintenant, en 2007, pardon, 2017, j'ai entendu des gens rigoler, c'est pas sympa. Alors je définis une nouvelle fonction, elle va prendre l'élément, elle va prendre une liste d'animation, donc même signature. Je vais définir ma variable ret, je la retourne. Donc ça, c'est pour savoir à quel index je me suis arrêté. Je parcours la liste de mes animations. Donc là, je fais directement ret égale anim de lm. Et ça là, comme je viens de le coder, je viens de le coder comme si le code était synchrone, comme si le code d'anim était synchrone. Du coup, ça, c'est plutôt pratique parce que c'est plus naturel pour nous développeurs. Mais comme anim est asynchrone, je dois dire à JavaScript de l'attendre. Et je dois également lui dire que la fonction est asynchrone. Donc là, pour ne pas tricher, je prends une nouvelle fonction que je viens de coder, je la remplace dans chain, hop, et je l'appelle. Alors, hop, c'était ça. Oh, ça marche pas. En fait, là, il y a eu une erreur, il s'est arrêté. J'ai oublié la gestion d'erreur. Donc, comment je gère les erreurs en synchrone? Mon petit try catch. J'aide le debug plus tard. Je relance. Boum! Wouh! Donc là, on a l'animation, la première, la deuxième et la troisième. Il y a eu une erreur, on s'en fout des erreurs. On a terminé. Donc ça arrive en 2017, et c'est plutôt cool. Et les futures fonctionnalités, donc là je vais vous présenter une section que j'ai fait, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas terminées, c'est-à-dire qu'ils sont dans des stages avant le dernier, le 4. Donc là je vous ai affiché, croisement, je vous ai affiché le stage dans lequel ils sont. Donc Yehuda Katz, qui est le co-créateur d'Ember.js, et Brian Terlson, qui travaille à Facebook, ont créé les décorateurs. Donc c'est comme les annotations Java, ça permet de rajouter du comportement à des classes ou des fonctions. Donc là, je n'ai pas de avant-après, parce qu'avant, il n'y avait rien. C'est un nouveau besoin, ça répond à un nouveau besoin. Et je vous ai mis NPM Core Decorators, parce qu'ils ont déjà développé des décorateurs qu'on peut utiliser. Et là, du coup, les screens, c'est des exemples. Là, j'ai un oiseau bird, j'ai un mixin, singer mixin, donc il y a une fonction sing et je peux chanter, ça fait une alerte. Et des fonctions ici pour fly mixin. Ce que je dis, c'est que mon bird, il va hériter du comportement de singer mixin et fly mixin. Et là, du coup, j'ai l'arrobase, le décorateur mixin que j'utilise de core decorators. Donc au moment où je fais sing meeting call, ça arrive ici, ça fait this.sing. Et là, grâce au mixin, grâce au décorateur, et ben, ça affiche une alerte. Ça affiche l'alerte tweet. Et là, un autre décorateur, c'est autobind.
Dans ES6, on a les EuroFunctions. Ça nous permet de bind le this directement dans la fonction. C'est plutôt pratique, mais ça ne fonctionne pas avec les méthodes, donc les fonctions dans les classes. Et ce décorateur autobind, il permet, appliqué à une classe, de binder toutes les méthodes directement avec le this. Donc là, l'exemple, c'est je fais une nouvelle personne, je récupère les méthodes, je les appelle sans qu'elles soient bindées normalement, et pourtant getPerson qui retourne this égale personne que j'ai extrait ici, ça me fait true. Donc ça, c'est vraiment pratique, parce que ça arrive souvent qu'on se fait avoir maintenant en ES6 à cause de ça. La deuxième fonctionnalité, c'est un truc qui est vachement utilisé dans React.js, et d'ailleurs celui qui porte, c'est Sebastian Mark-Bage, qui est, alors je ne sais pas si on dit Edge pour le A, mais on va dire, Sebastian Mark-Bage qui l'apporte. C'est l'Object Respread Properties. Donc pareil, petite démo. Hop, hop. Oh, c'est bien préparé. Ce que je veux faire là, c'est que j'ai un petit Morty, décidément je l'aime bien, avec des informations, son nom, son prénom, son âge, etc. Et là, j'ai un dictionnaire, on va dire, de jobs. Ce que je vais faire, c'est afficher des divs du HTML pour mettre en forme ces informations. Donc je fais un console log, ça sera plus simple pour suivre, je pense. Donc ce que je fais, c'est personnage, je lui file, c'est une fonction, je lui file un personnage. Pardon. Je mets un div dedans et j'affiche son first name, son last name. Donc ça, on peut le faire en ES6. Voilà. Donc ça met un petit peu de temps parce qu'en fait, il y a encore Babel qui transpile. Donc là, j'ai un div Marty Smith. Je vais rendre ça un peu plus joli, je vais faire du destructuring, donc pareil, ES6. Et ce que je veux faire, c'est dans ce div afficher des infos un peu plus détaillées, en plus du nom et du prénom. Et je veux déléguer ça à une autre fonction. Donc je vais l'appeler détail. Elle va recevoir un détail et elle affiche quelque chose. Donc par exemple, je vais afficher quoi? L'âge de Morty. On va faire du destructuring, c'est plus rigolo. Et là, je ne sais pas quoi mettre. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est, après mon destructuring, je prends le nom, le prénom, et je veux dire tout le reste, sauf le nom et le prénom, je veux le donner à ma fonction détail. Bah ça, je ne peux pas le faire en ES6, mais avec l'Object Respread Property, je peux le faire. C'est-à-dire, ce que je viens de dire en français, je prends tout le reste, je mets 3 points, et c'est l'équivalent de ce que je viens de dire en français. Je l'appelle reste, ça peut être un autre nom. Et je le donne à la fonction détail. Et du coup, là, j'ai mon reste qui fonctionne. J'ai l'âge de Morty qui fonctionne. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que si je veux rajouter, par exemple, le job, là, pour l'instant, Morty n'a pas de job, je vais lui rajouter son job. Je rajoute son job, je vais afficher dans les détails. J'essaie d'écrire vite, parce qu'il ne me reste que 5 minutes. Je relance, et là, j'ai undefined. Bah oui, et Morty, il n'a pas de job encore. Oh, je joue trop bien en plus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ObjectAssign, je vais copier, j'ai copié l'objet Morty dans un nouvel objet et je vais rajouter une propriété de job. Je vais chercher dans mon dictionnaire de job, je vais prendre celui de Morty. Voilà. J'ai oublié le assign. Voilà. Et du coup, bah, ça, moi, je trouve pas ça joli. Là, je m'en souviens parce que, bon, à force de le taper, mais c'est pas très joli. Et du coup, ce qui est possible de faire maintenant pour copier un objet, c'est ça. Je copie toutes les propriétés de mon Morty dans un nouvel objet. Un nouvel objet parce que là, j'ai mis de l'accolade. Et je surcharge la propriété de job. La dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer,
c'est le Nested Import Declarations. Je vais faire très très vite. C'est en stage 0. C'est juste une idée pour l'instant. Avant, je faisais des imports, j'étais obligé de les faire en début. Et je ne pouvais pas les scoper. Enfin, du coup, là, par exemple, pour le test, check client, enfin le check, je devais le renommer en check client pour pas qu'il se marche sur les pieds avec les autres. Et du coup, ce qui est proposé par Ben Newman et Meteor Development Group, donc Ben Newman travaille à Meteor aussi, c'est de pouvoir scoper les imports et les faire un peu où on veut dans le code. Donc, je trouvais ça plutôt cool, plutôt joli. Après, il y en a qui ont trollé, qui m'ont dit que ça sortira jamais, mais bon, moi j'espère. Les questions, je pense que c'est mort, parce qu'on m'affiche fin, on fait non, arrête. Donc désolé, vous pouvez venir me voir si vous avez des questions. Et merci tout le monde.